Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle rencontre littéraire, aujourd'hui en français, car j'ai le plaisir de recevoir Alain Viguier, qui a écrit sur un Brésilien. Il est l'auteur de La puissance de l'espoir, Apolonio de Carvalho, le combat d'un internationaliste Brésil, Espagne, France. Bonjour et merci d'être Bonjour, là. Bienvenue Alain. merci, Oui. merci bien de l'invitation. Bien, merci. C'est nous qui remercions. Alors, je voudrais tout d'abord te présenter à ceux qui ne te connaissent pas. Donc, après des études d'ingénieur, tu as travaillé de 1969 à 2007, presque 40 ans, chez Renault, dans Oui, des postes technico-économiques. Je tourne la page. Je tourne la page. Et entre 70 et mars 72, tu as été coopérant en Algérie. On va voir ça plus tard, en lieu de place du service militaire, qui était possible. Tu étais étudiant à Aix-en-Provence, lors de la France, que la France a connu les plus importants mouvements des grèves de son histoire. Tu es passé alors dans un engagement étudiant progressiste, un engagement politique, d'abord au PSU, puis à la gauche ouvrière et paysanne, en dernier lieu, et pour plusieurs décennies, à voix prolétarienne qui tu as quitté en 2019. Algérie et Hainaut, donc ce sont des lieux ont marqué profondément ton engagement. L'usine de plus de 30 000 travailleurs, aux deux tiers ouvriers, où tu as été confronté à la réalité ouvrière plus directement. L'Algérie pour la découverte du pays, de son histoire et d'une société du tiers-monde, mais aussi là où tu as rencontré notre Apolonio de Carvalho. Alors, on va parler. Donc, je pense toujours à Renaud Biancourt qu'il n'y a plus personne. Hein. Il y plus personne. a plus personne. Ça fermé, c'est une page. Mais on va parler d'Apolonio aujourd'hui. Donc, la puissance de l'espoir, je montre encore la puissance de l'espoir, Antoine Carvalho. J'ai oublié de dire que c'est édition Slapsis. Hein. Voilà. Voilà. Très Donc, bien. qui est à Paris peut le trouver chez cet éditeur, commandé dans n'importe quelle librairie. Voilà, commandé. Voilà. Mais je m'ai demandé, en portugais, il n'y est pas. Peut-être qu'il sera un jour. Il y a de. Il y a l'idée m'a été proposée par un ami brésilien qui a été un contributeur important de ce travail, qui était membre du PCBR comme Apollonio et qui a été exilé en France aussi. Mhm. Voilà, donc C'était qui? l'idée, C'est qui? Bellucci, Bellucci, d'accord. qui est Alors, professeur à Rio, un spécialiste du monde africain. ah, très bien, voilà, donc on va attendre un petit peu, ça peut sortir bientôt. Ça Bientôt pose d'ici, le pas de temps qu'il problème. faut, hein, le temps qu'il faut, parce que c'est quand même un livre très riche de presque 400 pages, donc ça prend du temps pour tout ça, hein, Alain. Alain, je voulais te dire, tu as commencé La puissance de l'espoir, hein, La puissance de l'espoir, un poème de Paul Éluard, De Paul Éluard, qui était un résistant aussi, qui a c'est très été un important ces poèmes. résistant et dont la fin du poème me paraît tout à fait conforme à l'image que j'ai fini par avoir d'Apollonio, Mhm. c'est-à-dire que à la fois le titre dit la puissance de l'espoir et Apollonio a été guidé par un idéal et un espoir lui a permis de surmonter des épreuves importantes comme la défaite en Espagne, bon, le succès quand même relatif de la résistance en France, et puis les épreuves de la lutte armée, de la torture, les douleurs de l'exil, qu'il vivait très mal, parce que l'exil l'éloignait du terrain de la lutte, et pour lui, l'engagement était un engagement qui devait se vivre dans le collectif militant, dans la solidarité, et ça a été une épreuve d'autant plus douloureuse en France qu'il voyait ses camarades rester au Brésil, suivre une ligne politique qu'il désapprouvait et dont il pensait, avec raison, qu'elle allait le conduire à un échec douloureux pour tout le monde.
Mhm. Donc, tu le rencontres en Algérie quand tu étais donc Oui. cette période que tu faisais de l'enseignement là-bas, c'est ça? Oh, je Donc, faisais, c'est beaucoup dire. En tout ouais. cas, j'étais arrivé en Algérie en fin novembre 70 et le gouvernement algérien nous avait hébergés, le groupe de coopérants auquel j'appartenais, nous étions peut-être 30 ou 40, ça faisait beaucoup. On avait été logés au centre familial de Ben Aknoun sur les hauteurs d'Alger. Mhm. Et il y avait là les 40 Brésiliens qui avaient été libérés à la suite de l'échange entre l'ambassadeur allemand L'ambassadeur allemand, ouais. qui avait été enlevé, et donc l'échange s'est conclu assez vite d'ailleurs par la libération de 40 prisonniers. La majorité étaient des hommes, il y avait 6 femmes, et ces prisonniers ont été accueillis par l'Algérie, qui les a Mhm. logés au même endroit. Donc Mhm. quand on est arrivé, ils étaient là depuis le mois de juillet, et Apollonio, très vite, est venu vers nous. Il Mhm. est venu vers nous pour deux raisons. Déjà parce que était Il parlait francophone, français? il était Mhm. parfaitement francophone, et Mhm. surtout, et ça on l'a découvert après, c'est que pour lui, la jeunesse était quelque chose de très important. Il n'était pas un ancien combattant, il cherchait à se lier aux jeunes dont il attendait qu'ils poursuivent son engagement, d'une certaine façon. Mhm. Mhm. Et ce qui nous avait surpris, c'était qu'en fait, il nous parlait non pas de son expérience, mais nous interrogeait sur la nôtre, Mhm. sur celle que l'on avait de jeunes, en tant que jeunes militants, qui pouvaient avoir connu et vécu intensément mai 68. Et donc, il attendait de nous, nous questionner sur notre expérience. Et on était tout à fait étonnés que quelqu'un qui avait soit aussi curieux de la nôtre, qui était de toute façon Mhm. assez Il a modeste. eu une Là. coupure là, Alain. Il a eu un moment où Ouais, il est là. Donc, tu voilà. étais étonné. Il était étonné Ah, de. ben, de la curiosité qu'il avait vis-à-vis de notre expérience, Mhm. alors que lui en avait une bien plus importante qu'il n'évoquait pratiquement jamais. Mhm. On sait Mhm. avec lui. Alors, il se trouvait qu'on était un petit groupe, mais j'ai gardé quand même avec un autre camarade et ami, on a gardé une relation durable avec Apollonio. Quand il est revenu en France en tant qu'exilé, on a participé à un comité de soutien qu'il avait suscité. Donc, c'est resté une amitié militante, puis amicale, jusqu'à sa mort en 2005. Et je l'ai rencontré au Brésil en août 2005, c'est-à-dire un mois avant son décès. Oui, très bien. On va en parler, mais je voulais commencer par le début qu'il est né. Il Oui, est né donc au Mato Grosso do Sud. Mato Grosso, c'était Mato Grosso quand je suis née, quand il est né aussi. Il est né donc dans ce centre du pays, à la frontière, dans la ville de Corumbá, à la frontière avec la Bolivie. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle le Pantanal actuellement, non? tout à fait, Il oui. il part donc dans cet État de Mato Grosso du Sud qui s'est formé, s'est séparé dans les années 77, il s'est consolidé en 79. Et donc la capitale de cet État, Mato Grosso du Sud, il a Campo Grande, alors il a un mémorial de la citoyenneté, de la culture populaire avec son nom. Donc, Oui. j'ai voulu, et donc la question, voilà, le Brésil, il y a aussi sorti de livres de quelque chose, si bien qu'actuellement c'est plus éloigné du présent. Donc, c'est pourquoi je pense que c'est toujours important d'en parler pour cette jeunesse hein, qui n'a pas connu 64 au Brésil, la dictature. Mais pourquoi, voilà, je voulais t'entendre pourquoi aujourd'hui parler, et c'est important de parler d'Apollonio du Carvalho avec ces livres tu nous présentes. Bah, il y a deux raisons pour lesquelles j'ai entrepris ce travail. Ben, la première, c'est que je me sentais une dette vis-à-vis de lui, et de René, sa femme, euh, parce que lorsqu'ils sont décédés, je n'ai pas pu écrire sur leur vie.
Je me sentais très marqué par le lien amical et affectueux que l'on avait eu, donc je n'avais pas le recul pour en parler. C'est après avoir entrepris des études d'histoire que je me suis senti capable d'écrire sur lui avec la distance qui nous permettrait de rendre compte de façon la plus riche de son expérience. D'autre part, en tant qu'il était un militant révolutionnaire, il cloisonnait son activité. Donc je ne connaissais de lui que des éléments anecdotiques. Je ne connaissais pas vraiment ce qu'avait été son engagement en profondeur. Il en parlait très peu d'ailleurs. Un exemple que je peux donner, c'est que quand Marido, ma compagne, était enseignante dans les années 70 dans un lycée de banlieue parisienne, il y avait à l'époque dans l'enseignement la possibilité d'avoir 10% du temps consacré à des sujets libres. Et elle avait fait, avec un autre professeur de son lycée, une journée sur la guerre d'Espagne. Donc elle avait rencontré Apollonio, elle avait enregistré, elle a fait un enregistrement de 1h30, pendant lequel Apollonio parle de façon très riche de la guerre d'Espagne, mais il n'y a qu'une phrase dans ces 1h30 qui parle de ce que lui a fait. Donc, il transmettait, il avait le souci de transmettre son expérience, mais c'était jamais lui qui était au centre de l'expérience. C'était les acteurs, c'était pas lui, c'était la collectivité militante, c'était le groupe, c'était l'armée républicaine, c'était toujours le groupe qui était le héros, pas lui. Très bien. Et, alors, le préface du livre, qui c'est de Vladimir Poma, qui était donc militant aussi et qui a vécu plutôt, il est plus jeune, 64, la dictature 64, qui tu as demandé de faire la préface. Je suppose que tu l'as connu non, aussi. Je ne l'ai pas connu. Non. Je ne l'ai pas connu, c'est justement Bellucci qui lui a demandé de faire une préface. D'accord, très bien. Oui, c'était un militant important et qui écrit aussi sur cette période malheureuse de la vie brésilienne. Ouais. Alors, toi, tu fais, excusez-moi, tu disais, tu voulais dire quelque chose. Dans la préface, ce qui souligne, c'est un des traits qui est marquant pour Apollonio, c'est qu'il avait le souci de transmettre, de débattre, mais sans avoir la position d'autorité, sans avoir une position d'autorité. C'est-à-dire le débat, la contradiction était naturelle pour lui, et c'est ce que souligne Poma, c'est-à-dire que bien qu'ils aient, quand ils se sont connus, Apollonio était déjà âgé relativement à lui était aux jeunesses communistes, ils avaient des divergences, mais Apollonio abordait la question des divergences en abandonnant un point de vue d'autorité qui aurait été le sien ou qui était sans doute celui de beaucoup de militants de sa génération. Très bien. Et ça, on l'a retrouvé dans tout son parcours. Tu sépares, donc tu rencontres, tu as je regarde la table de matière, il y a les préfaces, l'introduction, et tu sépares par période. Une des périodes que je voulais parler avec toi, c'est 1912-32, un jeune idéaliste se réveille aux injustices du monde. Je crois que c'est une base importante de sa vie. Donc on avait dit, il est né à Corumbá, il a étudié à Rio de Janeiro, à l'école militaire, il devient militaire comme son père. Lieutenant des armées de terre en 1933, à savoir qu'au Brésil, 1930, il a été marqué par des importantes transformations politiques, économiques, sociales. Des militaires ont mis fin à l'alternance des pouvoirs des élites de São Paulo et Minas. C'était la politique qu'on connaît café com leite, café et lait. Respectivement, c'était un gouverneur, un président de Minas, l'autre fois c'était de São Paulo. Et donc, ces mouvements-là a coupé cette politique-là, en mettant au pouvoir Getúlio Vargas, qui était de Rio Grande do Sul. La population, pour parler de la population, était majoritairement rurale et analphabète.
la capitale était Rio, et le café était un important produit d'exportation. Voilà, juste pour donner le cadre de comment est-ce que, donc, à Pologne, il va dans ces contextes-là, se réveiller aux injustices du monde. Je voulais que tu en parles davantage. À travers l'autobiographie d'Apollonio, parce que c'est quand même, ça coupe. Oui, ça coupe. Il y a des problèmes. Oui. Un peu coupé. Sur cette période-là, ma source principale, voire unique, sauf pour les éléments de contexte, c'est ce que dit Apollonio de sa vie. Ce qui apparaît quand même, il y a deux déterminations dans son engagement, c'est le rôle de son père, ou du moins l'image qu'Apollonio a de son père, qui était un officier d'artillerie, mais venu du fond du Sarthan, de famille pauvre, et pour qui l'armée, comme beaucoup de Brésiliens apparemment, a été un facteur de promotion sociale. Et le père d'Apollonio était imprégné, comme l'étaient beaucoup de militaires brésiliens, d'après ce que j'ai découvert, par la philosophie positiviste. Donc c'était un homme son père, un homme de progrès, et qui a manifesté toujours une indépendance par rapport au système politique brésilien où les oligarchies locales avaient leur clientèle, etc. Donc, Apollonio a peut-être moins connu son père directement que par les récits que sa famille faisait sur son père, puisque lui est le plus jeune des enfants, des 6 enfants de Candido Carvalho. Donc, là, il y a cette dimension d'une imprégnation familiale qui porte à l'idéalisme. Et après, il a rencontré, en particulier à l'école militaire, des personnes qui avaient une autorité intellectuelle forte et qui l'ont beaucoup marqué. Donc, l'école militaire a été un lieu où s'est consolidé à travers les lectures qu'il a fait, à travers le rôle qu'il a eu très brièvement dans la revue de l'école militaire. Il a eu un rôle où sa pensée s'est développée, bien qu'à l'écart de la pensée communiste à l'époque. Pensée qu'il trouvait trop dogmatique ou abstraite. Donc, il est sorti de l'école militaire, disons avec un point de vue de gauche, progressiste, même, on peut dire, anticapitaliste. Il y a même un poème qu'il écrit, puisqu'il écrivait beaucoup de poèmes, qui se termine par le fait qu'il appartient à la famille des prolétaires, quelque chose comme ça. Donc, il sort de l'école imprégné de cet idéal, dans lequel, d'ailleurs, dans ses lectures, le philosophe et anthropologue, enfin, penseur argentin José Ingeniero joue un rôle important, surtout la lecture de l'homme médiocre que j'ai pu retrouver en France. Ça a été édité à Saint-Denis une fois et il y en a un exemplaire disponible dans une librairie française, une bibliothèque française. Donc je l'ai lu et ça, effectivement, on voit à la lecture de cet ouvrage ce qui a pu marquer Apollonio. C'est-à-dire l'idée que l'idéal, c'est non seulement le but, mais surtout le chemin vers le but. C'est-à-dire, il s'en dégage après une forme d'éthique militante qui s'exprime bien dans la pensée d'Apollonio, dans sa façon de se comporter, etc. Ouais. Et donc, il sort de cette armée progressiste, mais pas communiste. Et c'est à sa première affectation dans le Rio Grande do Sul qu'il s'intègre à l'ANL, l'Alliance nationale libératrice, et où il commence à avoir un rôle actif, militant, sous la direction d'un militaire qui est sans doute un communiste, qui a participé à la fondation de l'ANL à Rio,
Et donc, il s'engage. Mhm. Il s'engage, et c'est là qu'ils sont surpris par le soulèvement qui a lieu à Natal et dans le nord du Du Brésil, pays. Mhm. mouvement impulsé par le Parti communiste dans des conditions sur lesquelles je reviens dans l'ouvrage, mais ici c'est peut-être ce serait peut-être un peu long. Ouais. Mais Mhm. Il ils est sont tous, pris, et donc il va être en prison en 37. Il est mis en voilà, il est prison. arrêté sans avoir été impliqué directement dans le soulèvement. Ah Il oui. est arrêté, Alors, et là, dans les prisons, il découvre le communisme, non plus comme une doctrine, mais comme une forme de vie collective, de solidarité, d'engagement qui l'emporte. C'est-à-dire, c'est mhm. vraiment un passage qui. La prison est une école pour la découverte du communisme, c'est la prison. C'est la Un prison. communisme Mhm. brésilien, mais aussi un communisme international, parce que sont emprisonnés les membres de l'international qui avaient été envoyés au Brésil pour préparer l'insurrection, qui était Mhm. un échec Mhm. Ah rapide. ouais, ouais. Donc, Donc, à ces moments-là, en sortant de la prison, il part en Espagne, joindre les brigades internationales, et après, il arrive en France après voilà. Rapidement peut-être sur l'Espagne pour arriver, pour s'arrêter davantage en France, parce que c'est là alors, où nous sommes. sur l'Espagne, il y a ce qu'il en dit. C'est, du point de vue date, c'est parfois un peu difficile à cerner. Bon, l'Espagne, il est affecté au front d'Extremadure, c'est-à-dire dans un front qui, pendant la première année de la guerre civile, l'Extremadure est dans sa majorité acquise aux nationalistes, et il y a une poche qui résiste, un front euh, qui est stable jusqu'au moment où il y a une action de la République sur Teruel, et à ce moment-là, le front se réactive parce que les nationalistes essaient, si j'ai bien compris, d'intervenir là pour obliger les républicains à dégager, à alléger les troupes qu'ils mettent sur le front de Teruel. Donc Apollinaire reste là de fin 1937 à octobre 38, où les brigades les étrangers doivent quitter l'Espagne, les brigades, mais lui n'appartenait pas aux brigades, il était intégré à l'armée républicaine espagnole. Donc là, à ce moment-là, il est sur le front, il se déplace avec sa batterie, il appartient à la batterie du 7e corps d'armée espagnol, et il circule sur le front et puis recule en fonction de l'avancée. En août 36, il recule parce que les républicains sont fortement sous pression nationaliste. Et en 38, dans octobre, il est démobilisé, et il se retrouve à Barcelone à la fin de l'année 38, et au moment où Barcelone est conquise par les nationalistes. Lui s'est spontanément, avec d'autres Brésiliens, engagé dans la défense de Barcelone, mais ils ne tiennent pas longtemps, et il se retrouve en février 39 en France, dans les camps d'Argelès, et puis dans le camp de Gurs, en Pyrénées-Atlantiques aujourd'hui. Donc, il Et là, rencontre sa femme dans la résistance aussi, mais alors, excusez-moi, je te coupe. Voilà. il quitte Gurs. C'est assez facile d'en sortir, mais pour en sortir, il faut avoir des appuis à l'extérieur. Et lui a des contacts avec des Brésiliens qui sont à Marseille, donc il se rend à Marseille. Là, il donne des cours de portugais pour vivre. Il donne des cours à tous ceux qui veulent quitter par Marseille, fuir le nazisme et aller pour beaucoup vers l'Amérique latine. Donc il donne des cours de portugais, ce qui lui permet de vivre. Et après, il est embauché pendant un peu plus d'un an au consulat brésilien, où il aide justement, il fait de l'administration. Mais entre-temps, il s'est engagé au Parti communiste, et en 1942, juste au moment où le Brésil déclare la guerre aux forces de l'Axe,
il passe dans la résistance armée. Voilà. Et c'est là qu'il connaît assez vite sa femme, Renée, qui est plus jeune que lui de 17 ans et qui est déjà militante des jeunesses communistes. Et il s'engage dans la résistance. Il a une activité très intensive sur Marseille, disons, fin de l'hiver, au printemps 1943. Il est obligé à ce moment, jusqu'à un certain moment, il est légalement en France, puisqu'il n'est pas connu comme... il a un passeport, mais il se trouve qu'il mène une action, il dirige une action qui tourne mal, et l'enquête amène à ce qu'on le reconnaisse, on sache que le logement sur lequel les résistants avaient séjourné quelque temps, avant d'engager l'action, avait été loué par lui. Donc il passe dans la clandestinité, il mène quelques actions sur Marseille, puis il est chargé de... Il accède pendant quelque temps au triangle de direction du groupe FTP-MOI de Marseille, où il est responsable de l'action militaire, et pratiquement dans le mois qui suit, il est envoyé à Lyon, où là il est intégré à la direction des FTP-MOI pour la zone sud de la France. Et à ce moment-là, il intervient, il est donc toujours responsable militaire, et il supervise les groupes de guérilla, les groupes FTP-MOI des régions du Sud, Toulouse surtout, Nîmes et Marseille, mais il est donc assez loin du terrain à ce moment-là. Et il est en couple avec Renée. Voilà. Et aussi engagé. Ouais. Et à la fin de la guerre, pourtant, donc en 1946, il va retourner au Brésil, mais avant de retourner au Brésil, il reçoit la croix de guerre et la médaille de la résistance du gouvernement français. Et la Légion d'honneur. Voilà. Mais donc il va... Pardon. Pour finir rapidement, c'est que au moment où le Parti communiste dit qu'il faut préparer l'insurrection nationale, c'est au moment où déjà les forces alliées ont débarqué en Normandie. Donc il est renvoyé sur la région toulousaine par la direction des FTP-MOI, et il est chargé de reconstituer les forces de résistance dans la région qui ont été très désorganisées par la répression, et il est membre du comité insurrectionnel du Tarn, de la région au-dessus de Toulouse, et c'est lui donc qui, à ce titre, préparera les actions qu'il y a à Carmaux, et en particulier, il dirigera, en tant que la FFI, il dirigera les 2000 FFI qui libéreront Carmaux en mi-août 1944. Voilà. Carmaux plus Albi. Oui, on est à 28 minutes, donc on va faire un saut, il va au Brésil, il s'installe, il va militer, et après, en 64, rebelote, on a une nouvelle dictature au Brésil, donc il va être militant, bien sûr, il va être en prison en 70, il va revenir en exil, et voilà, donc c'est à ces moments-là où tu disais que tu les croises à Alger, vous êtes amis, toi tu es à Alger, 70, donc tous les mois, tu reviens à Paris, en France. Donc, comment il vit cette nouvelle, cet exil? Et toi, tu vas être très important parce que tu vas, une fois en France métropolitaine, tu vas aider à tous ces militants, ces mouvements de l'exil, des Brésiliens, mais peut-être d'autres. Voilà. Tu vois, Apollonio arrivant à Paris, il avait déjà un réseau. Il avait un réseau très étendu, dont personnellement, nous ne constituions qu'une partie. Nous ignorons, pour l'essentiel, le réseau qu'il avait tissé, soit avec des organisations, mais surtout
avec des militants de ces organisations dans lesquelles la dimension aussi de solidarité internationale était réelle, mais aussi le lien qui s'établissait entre Apollonio et les gens qu'il rencontrait. Donc, nous avions formé à sa demande un comité de solidarité avec la lutte du peuple brésilien qui menait une action plutôt légale, c'est-à-dire qu'on l'aidait à faire des documents. On a eu quelques documents qui ont été rédigés en soutien. On diffusait sa presse, la presse du PCBR. On assurait des aides matérielles, comme le fait de leur permettre d'avoir des passeports français, des logements, éventuellement. Certains louaient des logements à leur nom pour que des militants brésiliens puissent y résider. Nous-mêmes, on habitait à ce moment-là en communauté, on avait hébergé un militant brésilien qui était sans papier, clandestin, etc. Donc, on avait fait ce type de soutien. Mais il y avait énormément de soutien autour d'Apollonio. Des gens qui étaient militants du côté de Révolution. Donc, il avait un réseau très étendu. Par exemple, la personne qui est aujourd'hui éditrice, Anne-Marie Métellier, assurait la reproduction et la traduction du brésilien des documents du PCBR. Donc, il avait un réseau très large dont nous n'en formions qu'une partie. D'accord. Et comment est-ce qu'il a vécu cet exil? Parce qu'il a eu des soucis pour venir en France. Alors, en France, quand il est arrivé à Alger, immédiatement, il a fait une demande de visa. Il pensait d'ailleurs l'avoir très facilement, puisqu'il était médaillé des 2 médailles de guerre de la Résistance et Légion d'honneur. Sa femme était française et son premier fils était français. Donc il pensait, mais c'était l'ambiance des années 60, du début des années 70, et le ministre de l'Intérieur, Marcellin, voyait dans ces Brésiliens des ferments d'insurrection, et il avait écrit, on a dans des documents, qu'il avait bien été un résistant, mais aujourd'hui c'était un bandit et un terroriste. Donc il y a eu un blocage complet pendant 2 ans. Le ministre des Affaires étrangères étant plutôt pour faire des concessions, mais lui était assez ferme. Donc il est rentré en France clandestinement au début du printemps 1972 avec l'aide de l'organisation Solidarité, organisation de Curiel, qui lui a permis de rentrer en France clandestinement, où il a vécu quelque temps. Et puis il s'est fait connaître comme étant en France, et il jouait sur le fait que le gouvernement ne pouvait pas l'expulser, quelqu'un qui avait combattu et qui avait été médaillé de la Résistance. Donc il a assez vite eu son titre de réfugié, et il est resté en France jusqu'en 1979, lorsque l'amnistie lui a permis de revenir au Brésil. Et là, il y a eu 2 phases dans sa vie. Au début des 70, son parti était encore actif au Brésil. Il commençait à avoir quelques divergences entre ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur, dont lui. Et en 1975, il y a eu un grand nombre de démissions du PCBR en Europe, et il s'est retrouvé dans une situation, je pense, moralement et physiquement très difficile. D'ailleurs, quand on le rencontrait à cette époque-là, il n'avait plus l'entrain qu'on lui avait connu avant. Je vais dire, il n'était pas très bien en forme. Il était plutôt découragé. Il avait, pour lui, d'après ce que m'a dit son fils, il essayait de souligner l'importance de faire un bilan de la lutte pour repartir dans des conditions nouvelles, mais beaucoup de militants qui étaient restés au Brésil considéraient que la lutte suffirait à sortir de l'impasse.
Et en 78, Renée, sa femme, était retournée 2 fois au Brésil, où était leur deuxième fils, qui avait été emprisonné puis libéré. Et là, elle a eu des contacts avec ceux qui étaient dans le mouvement de création du PT, en particulier Lula et d'autres, et elle l'a convaincu que le processus historique qui se développait au Brésil méritait de reconsidérer les perspectives qu'il avait eues jusqu'à présent. Il était, d'après ce que dit René, sceptique sur l'idée d'un parti des travailleurs, parce que pour lui, en tant que communiste, un parti, c'était le parti de la classe ouvrière. La classe ouvrière et pas des travailleurs. Mais en fait, elle arrive à le convaincre, et quand il rentre au Brésil, il est acquis à l'idée qu'il faut se mettre dans le processus engagé par ceux qui portent le PT. Et quand il rentre, il rencontre Lula, et il est très vite... il n'a pas un rôle déterminant dans la création du PT, mais quand le PT se crée, il lui est attribué la carte du numéro 1, du premier adhérent du PT. Alors, puisqu'on a dépassé l'heure, on va finir en disant que voilà, donc on peut trouver ton livre dans n'importe quelle librairie ici en France. On peut le commander sur le site des éditions aussi. Et qui peut-être qu'on aura bientôt une traduction en portugais pour alimenter encore ce qui est au Brésil la mémoire d'Apollonio. Qu'est-ce que je voulais te dire qu'est-ce que tu voulais l'idéal, voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui en France, dans le monde, cet idéal d'Apollonio peut s'exprimer ou pas? Comment fait-on? Il y a plusieurs choses qui m'ont frappé que j'avais de façon intuitive, mais que j'ai mieux compris en travaillant la biographie. C'était certes un militant communiste, mais il n'a jamais été... il a été très soucieux de respecter la discipline collective, mais il n'a jamais cherché à avoir des positions, comme il disait, dans la gestion. C'est-à-dire, il a toujours refusé les positions de responsabilité, responsabilité générale. Il avait une responsabilité dans l'action. Donc, il était toujours très indépendant. Alors, ça s'est manifesté à plusieurs occasions, je serai rapide, mais en Espagne, dans sa batterie, son chef dans l'artillerie, un Mexicain, lui avait proposé de participer à son état-major. Et lui a refusé, Apollonio, au nom qu'il voulait rester lié aux soldats de base. Ce qui a vexé énormément son chef. Et quand il a été au Brésil, contraint à nouveau à la clandestinité dans les années 50, il a été chargé de la sécurité de Presces et du comité central. Et ça, c'était une tâche absolument administrative. Il devait réserver des appartements, il en changeait 2 fois par an, et ça, pour lui, c'était absolument pas conforme à sa volonté de militant. Et c'était une épreuve, il se sentait vraiment... alors qu'il aurait pu, semble-t-il, exploiter sa proximité du secrétaire général du parti pour accéder très rapidement au comité central. Ce qui n'a pas été le cas, il est resté toujours à la base ou éventuellement adjoint. Et merci. Pendant la résistance en France, à un moment donné, il a été donc au poste de responsable militaire de la région sud. Il a demandé à abandonner ce poste. Son argument, c'était qu'il y avait un militant qui avait été libéré de la prison de Castres en 1943 et que ce militant, un communiste yougoslave, était plus à même de remplir la tâche. Mais on comprend, on regarde la biographie de René, que aller dans les groupes FTP, MOI des régions pour faire le bilan avec eux, pour leur dire ce qu'il fallait faire, ça ne correspondait pas à son éthique militante.
Donc il est revenu, et en particulier il est revenu à Nîmes en 1944, où il a participé, il a organisé la libération de prisonniers politiques enfermés à la prison de Nîmes, et puis quand il est revenu dans la région toulousaine, de diriger les FTP et après les FFI de la région. Donc ça correspondait à son type. La deuxième chose, c'est qu'il était dans l'action, mais pas activiste, mais c'était là où il éprouvait la solidarité, cette solidarité qui préfigurait ce que serait la société pour laquelle il luttait. Très bien. Et ensuite, dernier point, son souci de transmettre, qui se manifestait par le rôle qu'il a eu en Espagne vis-à-vis des soldats. Bon, dans la résistance, c'est moins le cas, mais après, dans les début des années 60, au Brésil, où il avait monté avec Mario Alves une formation pour les militants de base. Et puis, quand on l'a connu en France ou en Algérie, il avait toujours le souci de faire partager son expérience, mais sans être docte. Je me souviens, pour donner un exemple, quand il me donnait rendez-vous à Alger dans un bar, il m'expliquait ce qu'étaient les rendez-vous pour lui. La précision, on se mettait à tel endroit, pas à tel endroit. Voilà, c'était étonnant de voir combien... Sacré personnage. Un personnage qui était dans l'empathie avec les gens, qui n'était pas docte, qui... Voilà. Et puis, merci. Voilà. Merci beaucoup, Alain, pour cet entretien et pour ces livres, hein, qui c'est quand même un pavé et très important, très intéressant pour connaître l'histoire d'Apollo, mais aussi l'histoire du Brésil de ces périodes, hein, siècle 20e siècle, et la France aussi, hein, parce que c'est un personnage qui a circulé dans ces deux mondes. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.